Frédéric Bey, on se retrouve pour parler du dossier du prochain numéro de Guerre et Histoire, le numéro 35, qui a pour thème la bataille de Bouvines. Comme on l'évoquait tous les deux juste avant, est-ce qu'on peut dire que on est dans un âge d'or que la bataille de Bouvines va révéler? Voilà, c'est vraiment l'axe du dossier de ce numéro de Guerre et Histoire. C'est à travers un événement assez rare au Moyen-Âge, qui est une bataille rangée, parce que c'est une époque de siège, d'attaque de châteaux forts, et une bataille rangée est un événement assez rare, d'illustrer plusieurs âges d'or, la montée en puissance de la France capétienne, un siècle qui va de Philippe Auguste jusqu'à Philippe le Bel, avec des rois d'une personnalité assez exceptionnelle. Un âge d'or de la chevalerie, c'est une époque où la chevalerie franque, et particulièrement la chevalerie du nord de la France, bourguignon, champenois, flamand, excelle sur tous les champs de bataille, en Europe comme en Orient pour les croisades. Et enfin, ce dossier aussi est articulé autour de la rivalité entre Capétiens et Plantagenets, car pour faire une bonne histoire, il faut une belle rivalité, et ce conflit entre Plantagenets et Capétiens va donner matière à toute une série d'événements sur une période assez longue dont traite justement ce dossier. Avant d'en venir à la bataille proprement dite, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi on en arrive à la bataille de Bouvines et quelles sont les forces en présence qui vont se mettre en jeu pour cette bataille? Alors, au départ, un événement fortuit, le remariage d'Henri Plantagenet avec Aliénor d'Aquitaine, qui était précédemment l'épouse du roi de France Louis VII, et ce mariage conjugué à la montée sur le trône d'Angleterre d'Henri II, seigneur angevin français, va en fait créer sur toute la façade occidentale de la France un quasi-État aussi, voire plus puissant que le domaine royal du roi de France Capétien. Donc le point de départ, c'est l'établissement de ce domaine plantagenet et sa rivalité avec le roi de France. Le grand projet du règne de Philippe Auguste, c'est de transformer la suzeraineté qu'il possède sur Henri Plantagenet, qui lui rend hommage pour ses fiefs sur le territoire du royaume de France, en une véritable souveraineté. Donc ce passage de la suzeraineté à la souveraineté, devenir roi de France, empereur en son royaume, comme le diront plusieurs historiens pour illustrer cette démarche. À partir de 1210, le roi d'Angleterre, qui est à cette époque-là Jean Santerre, le fils d'Henri II, deuxième fils d'Henri II à devenir roi, ne possède plus en France que le Poitou et une partie de la Gascogne, et donc il veut essayer de remettre la main sur ses anciennes possessions. Donc il va organiser avec Renaud Damartin, comte de Boulogne, ancien ami d'enfance du roi de France Philippe Auguste, une coalition qui vise à renverser cette montée en puissance capétienne, et donc il va lancer une campagne avec un mouvement sur deux axes d'attaque, un débarquement sur les côtes occidentales de la France dont il prendra la tête, et une coalition animée par le comte de Boulogne, le comte de Flandre et l'empereur Othon IV de Brunswick pour attaquer le roi de France par le nord. Donc une attaque en pince. Alors rapidement, la composition des alliances. Comment ces deux alliances arrivent à Bouvines et pourquoi la bataille a lieu à cet endroit-là? Alors en fait, la bataille de Bouvines, c'est le choc entre l'armée du roi de France Philippe Auguste et la partie septentrionale, les alliés du nord de Jean Santerre. Jean Santerre n'est pas présent à Bouvines. L'armée qui va affronter Philippe Auguste, c'est une armée qui vient du Saint-Empire romain germanique avec l'empereur Othon et une coalition formée du duc de Flandre, du comte de Flandre, du comte de Boulogne et d'un contingent anglais confié à un frère bâtard du roi Jean Santerre, Guillaume Longuepée. Donc cette armée, elle a soit débarqué dans le nord de la France, elle regroupe des alliés traditionnels du roi d'Angleterre, la Flandre, et ses alliés germaniques avec les forces de l'empereur Othon, qui est aussi son neveu. Est-ce qu'on sait combien de combattants vont prendre part à cette bataille?
Alors il y a eu des hypothèses très nombreuses sur les chiffres. Les chroniqueurs d'époque vont jusqu'à évoquer 100 000 hommes au total sur le champ de bataille. Les hypothèses les plus plausibles sont que les deux armées étaient toutes les deux inférieures à 10 000 hommes. On parle environ de 7 à 8 000 hommes pour l'armée de Philippe Auguste et peut-être un tout petit peu plus pour celle d'Othon de Brunswick, 9 000 hommes. Mais les deux seraient en dessous de 10 000 hommes. Quand on lit le dossier, et notamment l'article que vous avez écrit, on a un peu l'impression que cette bataille qui devient une bataille un peu mythique, majeure de l'histoire de France, est un peu le fruit du hasard. Alors, le combat qui a lieu le 27 juillet, un dimanche à Bouvines, lui a lieu certes presque par hasard, mais les deux adversaires recherchent vigoureusement la bataille et marchent l'un contre l'autre dans cette campagne pour s'affronter. Ils vont chercher la bataille. La manœuvre qui précède en fait est une manœuvre conduite par le roi de France qui avait donc son camp près de Lille et qui voulait en fait marcher vers son adversaire. Pour cela, il franchit la Marque, une première rivière, et se porte sur Tournai. De ce fait, il allait chercher l'affrontement avec Othon qui lui vient de Mortagne. Le problème, c'est que cette marche offensive place le roi entre deux cours d'eau importants et qu'en fait, au Conseil, le soir du 26 juillet, on va se rendre compte que cette position est quand même dangereuse, qu'on ne peut pas s'enfuir vers l'avant, on ne peut pas facilement reculer vers Lille. Donc le roi change d'avis et décide au matin du 27 juillet de repartir vers Lille. Et pour cela, avec son armée en une seule colonne, passant par un seul pont, le pont de Bouvines. Cette manœuvre est engagée. Othon, lui, arrive et compte profiter de l'occasion, surtout que des lenteurs dans la mise en marche de l'armée française l'ont mis à sa portée. Et donc, Othon poursuit l'armée de Philippe Auguste. Une partie de l'armée de Philippe Auguste a déjà traversé la Marque quand son arrière-garde lui signale que les adversaires sont vraiment à portée et que ça va être très dangereux de continuer à franchir le fleuve en étant menacé par une puissante armée qui débouche sur les arrières. Donc là, il y a à nouveau changement d'avis du côté français. On décide de se déployer en bataille, de rappeler les unités qui ont déjà traversé la Marque vers Lille. Et dans ce déploiement, il y a l'avis d'un des lieutenants, si on peut dire, de Philippe Auguste qui prévaut. C'est celui de Frère Guérin, un de ses conseillers, qui lui indique qu'il faut absolument étendre la ligne de bataille sur leur aile droite pour surtout ne pas être débordé. Et donc cette décision qui va porter sur l'aile droite française un corps important de chevaliers, principalement de Bourgogne, va être décisive pour la suite de la bataille. Parce que, en quelques mots, vous pouvez nous raconter comment se passe la bataille? Parce que c'est assez fascinant, parce qu'on est au Moyen-Âge, et on a le sentiment que les armées, en tout cas celle de Philippe Auguste, arrivent à bouger extrêmement vite. Alors en fait, le déploiement de l'armée se déroule en une fin de matinée, en quelques heures, au moment où l'armée de leurs adversaires arrive également sur le champ de bataille. Il faut se figurer un champ de bataille assez plat, qui est bordé d'un côté par les forêts au niveau de Cissouin, de l'autre côté par des zones un peu marécageuses sur les bords de la Marque. On a un terrain relativement plat, les Français sont sur un terrain légèrement moins élevé que leurs adversaires, mais le terrain ne procure aucun avantage à aucun des deux camps. Le fait de combattre dos à la rivière est paradoxal et lui présente a priori un inconvénient pour les Français qui est contrebalancé par le fait que l'armée d'Othon arrive et pense trouver une armée en marche en train de traverser et qu'elle trouve face à elle une armée déployée et que le fait de se trouver face à face avec une armée prête à combattre va déstabiliser Othon qui pensait trouver un adversaire plus facile à attaquer. Dans le dossier aussi, dans ce que vous décrivez de la bataille, on a le sentiment que les forces sont à peu près équilibrées, à peu près égales. Qu'est-ce qui va faire que les Français vont écraser, on peut dire, l'armée coalisée qui est en face d'elle? En effet, les forces sont quasi égales. Il y a un léger avantage pour l'armée de Philippe Auguste dans sa chevalerie, qui est une chevalerie plus réputée que la chevalerie allemande d'Othon, qui dans son armée compte néanmoins les chevaliers des Flandres, qui eux sont aussi une très bonne réputation. Mais il y a peut-être un léger avantage en nombre en termes de chevaliers pour Philippe Auguste. Par contre, au niveau de l'infanterie, les milices communales françaises ont une réputation inférieure
aux piquiers allemands ou saxons qui composent l'infanterie d'Othon, et surtout à ces mercenaires dits brabançons, qui sont une infanterie très solide et très réputée. Donc on a à peu près quand même, en contrebalançant ces avantages et ces respectifs, deux armées qui sont de force égale. Ce qui s'avère décisif dans le déroulement de la bataille, c'est le mouvement initial des Français, le fait que sous l'impulsion de frère Guérin, les Français ont rapidement étendu leur front sur leur aile droite, obligeant en fait l'armée adverse à faire de même. Et sous l'impulsion de frère Guérin, ils ont lancé des premières charges très rapidement sur une armée qui était en phase 2, encore en train de se mettre en place. Et ces premières charges sur l'aile droite entre donc les chevaliers de Bourgogne, commandés par le duc de Bourgogne et par frère Guérin, face aux chevaliers flamands de l'armée impériale, ces premières charges ont été décisives dans le sens qu'elles ont très rapidement déstabilisé l'équilibre de l'armée adverse, qui a eu un point de faiblesse important sur son aile gauche. Et donc, au fur et à mesure du déroulement des combats, cette aile gauche va se dissoudre, et l'avantage initial pris par les Français sur cette aile va avoir des répercussions sur tout le reste de la bataille, en ce sens que l'aile droite française va pouvoir se rabattre sur le centre et intervenir au moment difficile du reste de la bataille. Quel bilan on peut tirer de la bataille de Bouvines? Alors, en termes de bilan, la victoire de l'armée de Philippe Auguste est indéniable. Après ces premiers événements sur l'aile droite, les deux armées restent face à face, la mêlée dure quelques heures, mais rapidement le centre de l'armée impériale prend la retraite. Il y a une résistance un peu plus longue de l'aile droite de l'armée impériale commandée par Renaud d'Armartin qui va combattre jusqu'à la dernière extrémité. Mais au bout du compte, la défaite de l'armée d'Othon est indéniable. Elle se replie, elle quitte le champ de bataille, elle laisse entre 150 et 200 chevaliers morts sur le terrain, plus de nombreux prisonniers de marque, puisque le comte de Flandre est capturé par les Français, Renaud d'Armartin est capturé également par les Français, et le chef du contingent anglais, Guillaume Longuepée, est lui aussi blessé et capturé. Donc des captures de marque, des pires ennemis en fait de Philippe Auguste, au point où on se demande s'il ne s'est pas concentré en fait sur ses pires ennemis en laissant s'échapper les barons et la chevalerie allemande. Il y a eu combien de morts à Bouvines? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut l'estimer? C'est forcément des estimations, mais il y aurait eu plus d'1 millier de morts dans l'armée d'Othon de Brunswick, moins dans l'armée de Philippe Auguste, donc peut-être un total qui serait de 1200-1300 morts. Mais ce ne sont que des estimations. Hors Bouvines, est-ce qu'on sait si ces guerres du 12e, 13e étaient des batailles très meurtrières? Les batailles, on en parlait tout à l'heure, les batailles rangées à proprement dit étaient rares. D'autre part, la façon dont elles étaient conduites avec la prédominance sur le champ de bataille des chevaliers fait que ce n'étaient pas des batailles forcément très coûteuses en hommes. L'objectif dans ces combats pour les chevaliers, ce n'est pas de tuer les chevaliers adverses, de les navrer, comme on disait à l'époque, mais plutôt de les capturer et d'obtenir des bonnes rançons. Mais sur les champs de bataille, on a également des piétons, des milices communales d'un côté, des mercenaires de l'autre, qui eux, quand ils font tomber à terre un chevalier, n'ont pas ni l'envie ni la préoccupation de l'épargner, et donc vont aller trouver le défaut de l'armure pour l'achever. Donc ce contexte fait que globalement, les tués ne sont pas extrêmement nombreux par rapport à des batailles d'autres époques. Les chevaliers ne font pas de quartier quand ils poursuivent les piétons adverses, mais ils font quartier aux chevaliers ennemis. On a évoqué la bataille, il y a une chose qui est importante dans ce numéro de Guerre et Histoire, c'est la place de la chevalerie. Parce que comme on le disait au début, c'est presque l'âge d'or de la chevalerie française, capétienne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces chevaliers qui sont à la fois une composante de la société médiévale et en même temps quasiment un système d'armes? Voilà. Alors tout à fait, oui. Les chevaliers d'abord ne sont pas extrêmement nombreux sur le champ de bataille. On parle de 1000 à 1500 dans l'armée de Philippe Auguste. C'est aussi une classe assez diverse. On a des simples seigneurs,
appuyés par des sergents non nobles qui sont équipés et entraînés de la même manière. Et on a également donc des chevaliers d'une classe intermédiaire réputés qui ont fait leur réputation dans des tournois, qui est en fait la manière de s'exercer et la manière pour les chevaliers de montrer leur qualité, leur prouesse guerrière. Et ensuite on a des grands barons et jusqu'au roi et ses proches. Au XIIIe siècle, on a effectivement au niveau des qualités guerrières de cette chevalerie du nord de la France un véritable âge d'or. Elle s'illustre sur des champs de bataille aussi bien en Espagne avec la très importante bataille de Las Navas de Tolosa qui est 2 ans plus tôt, en 1212. Cette même chevalerie s'est illustrée aussi bien avec Philippe Auguste et surtout peut-être encore plus avec Richard Cœur de Lion, son adversaire Plantagenet en Terre Sainte lors de la Troisième Croisade. Donc ce sont quels que soient les adversaires, les chevaliers du XIIIe siècle ont acquis une réputation militaire très importante grâce à leur organisation, leur armement et surtout leur puissance au combat en tant que cavaliers lourds, lourdement armés, très bien protégés par un équipement défensif qui va à cette époque jusqu'à peu près 20 kg d'équipement. Donc cette chevalerie française capétienne est très réputée, elle l'a montré, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment on utilise un chevalier sur un champ de bataille? Alors, le chevalier, c'est très bien décrit dans l'article de Xavier Larry dans ce numéro de Guerre et Histoire, c'est une arme très lourde et très puissante. L'ensemble cheval, chevalier, armement, c'est quelque chose comme 700 kg. Le chevalier a comme arme principale une longue lance d'environ 3,50 m et donc fort de cet équipement, fort d'un cheval très haut, 1,50 m au garrot, les chevaliers vont charger dans la bataille, généralement droit devant, face à l'adversaire, pour atteindre les chevaliers adverses et renverser au passage les piétons qui, à cette époque, n'ont pas de structure et d'organisation défensive suffisamment forte pour leur résister de manière très efficace. Au cours de la bataille de Bouvines, il y a quand même à un moment les fantassins en fait brabançons, qui sont des mercenaires, qui sont des véritables professionnels à l'égal des chevaliers qui eux sont des professionnels de la guerre également, qui vont faire des formations en cercle pour essayer de freiner et de retenir les charges des cavaliers de l'aile gauche française. Mais globalement, l'emploi, c'est l'emploi par la charge et donc par le choc qui a une puissance redoutable à cette époque. Donc en fait, on met les chevaliers devant, les piétons derrière. Alors, les piétons peuvent laisser aussi des espaces pour laisser passer les chevaliers, mais la charge principale, c'est effectivement les chevaliers qui foncent en avant dans l'armée adverse. C'est relativement simple. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'après, au regard de la lourdeur des armements, il y a un épuisement qui est très rapide, donc c'est des armes qu'il faut utiliser pour un choc à un moment donné, prévoir des ralliements, prévoir plusieurs vagues de charge. Donc il y a aussi, d'un point de vue tactique, la façon de bien regrouper ces charges, de bien les organiser, de bien gérer aussi le repos des combattants. Alors ces charges, elles sont lancées de cette façon initialement. Après, dans le fil de la bataille, on le voit à Bouvines, les choses s'entremêlent, c'est-à-dire que le désordre est vite présent sur le champ de bataille, parce qu'on a également des troupes à pied qui viennent s'insérer dans les espaces quand les chevaliers sont arrêtés et ne sont plus en position de charger, et eux, leur manière de combattre, c'est par des différents artifices, des crochets, d'essayer de faire tomber les chevaliers de leur cheval, et une fois que c'est fait, là, le chevalier ou l'homme d'armes est en position difficile, car il peut difficilement bouger, et surtout pas rapidement bouger une fois qu'il est au sol. Il y a une autre chose qui nous paraît, nous, au XXIe siècle, assez fascinante et assez étonnante, c'est la présence à la fois de Philippe Auguste, donc du roi de France, mais de Othon IV, donc l'empereur, sur le champ de bataille. Tout à fait. Et ils participent au combat, ils sont dans la mêlée, ils peuvent risquer d'être capturés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette façon de combattre où les chefs sont au milieu
de leurs hommes? Alors, on est encore à cette époque sur un modèle qui se rapproche de celui de l'Antiquité, c'est-à-dire que le chef et le roi, le chef de l'armée est directement impliqué dans les combats, et avec les valeurs qui font celles de la chevalerie, de la prouesse individuelle, de la valeur au combat, la bataille est gérée comme un grand tournoi, avec beaucoup plus de chevaliers et autrement que pour simplement l'émulation chevaleresque et l'amour courtois qui font les différents ressorts des tournois de chevalerie. Donc là on a des adversaires qui vont prouver au cours de cette bataille leur valeur l'un face à l'autre. Ce qu'on peut noter également au cours de la bataille de Bouvines, c'est qu'à un moment donné, tous les deux vont être mis à terre au cours des combats, mais bon, ils sont suivis par des chevaliers qui les protègent, qui les aident, et donc rapidement ils vont être tous les deux remis en selle par les chevaliers qui les entourent. Mais quand on parle de participation à la bataille, elle est vraiment effective. D'autre part, ce qu'il faut noter, c'est que lors de la bataille de Bouvines, Philippe Auguste approche déjà de la cinquantaine, Othon est plus jeune, lui il est autour de la quarantaine, ce sont déjà des hommes d'âge mûr, ce qui n'empêche pas leur force née d'un entraînement intensif depuis leurs plus jeunes années.